Mais au fait, quelles sont les séries françaises qui ont marqué des générations? Ah, les séries télé, ces petites merveilles cathodiques qui nous ont fait rire, pleurer, frissonner et, parfois, nous ont laissé un générique en tête pour toute la vie. Avouez, il vous suffit d'entendre Bonne nuit les petits pour avoir une larme nostalgique au coin de l'œil. Mais alors, quelles sont les séries françaises qui ont vraiment marqué les esprits entre les années 70 et 2000? Accrochez vos ceintures, on part pour un voyage dans le temps et dans les souvenirs avec des séries cultissimes, surprenantes et parfois complètement loufoques. Commençons avec les Brigades du Tigre. En 1974, la télévision française est encore en noir et blanc dans certains foyers. Les pantalons pas def sont à la mode et les téléspectateurs raffolent des feuilletons policiers. Mais la France n'a pas encore son grand polar historique digne de ce nom. C'est là qu'arrivent les Brigades du Tigre, une série qui va révolutionner la fiction télévisée avec son mélange explosif de police, histoire et action à l'ancienne. Bon, mettons-nous dans l'ambiance. Imaginez Paris en 1907. Les rues sont pavées, les voitures sont des tacos qui avancent à 30 km/h et les malfrats ne portent pas de cagoule, mais des drapeaux melons et des costumes 3 pièces. À cette époque, les criminels deviennent de plus en plus malins et la police traditionnelle est dépassée. C'est alors que le président du conseil, Georges Clemenceau, dit le Tigre, décide de créer une force spéciale de super flics, les brigades mobiles. Et c'est là que la série prend vie. Les Brigades du Tigre suivent les aventures d'une équipe de ces policiers d'élite chargés de traquer les premiers gangsters modernes. Mais qui sont ces fameux enquêteurs? Il y a le commissaire Valentin, joué par Jean-Claude Boyon. C'est le chef d'équipe, toujours élégant, toujours déterminé. C'est le James Bond moustachu de la belle époque. Il a une réplique cinglante pour chaque occasion et ne se laisse jamais impressionner par les criminels. Ça vous rappelle pas quelqu'un? Pensez aux experts à Miami. Après, il y a l'inspecteur Terrasson, joué par Pierre Maguelon. C'est le bon vivant du groupe. C'est le spécialiste des filatures, mais aussi un amateur de bons petits plats. S'il faut surveiller un aspect depuis une brasserie en mangeant un coq au vin, c'est lui qui s'y colle. Ensuite, nous avons l'inspecteur Pujol, joué par Jean-Paul Tribou, le plus discret de la bande, mais pas le moins efficace. Un expert en interrogatoire qui sait obtenir des aveux sans jamais hausser la voix. Ensemble, ces 3 mousquetaires de la police vont affronter les plus grands criminels de l'époque, cambrioleurs de haut vol, anarchistes, poseurs de bombes, faux monnayeurs et même les toutes premières mafias organisées. Ce qui fait le succès des Brigades du Tigre, c'est que ça ne se limite pas à des enquêtes pépères dans des salons bourgeois. Oh non, ça bouge, ça castagne, ça court et ça explose. On y voit des courses-poursuites, des bagarres et aussi des fusillades épiques. Parlons aussi du générique. Si vous étiez enfant ou ado dans les années 70, impossible d'oublier cette musique. Les Brigades du Tigre, chanté sur un air jazzy entraînant, composé par Jacques Loussier. C'est aussi 36 épisodes de 55 minutes, diffusés entre 1974 et 1983. Ça a captivé des millions de spectateurs, a été l'une des premières grandes séries policières françaises à s'imposer comme un phénomène national. Pourquoi un tel succès? Un mélange parfait entre action, suspense et reconstruction historique, des histoires inspirées de faits réels qui donnent un côté ultra authentique, une mise en scène soignée digne des plus grandes productions de l'époque. Cette série est tellement culte qu'en 2006, elle a été adaptée en film. Il a été réalisé par Jérôme Cornio avec Clovis Cornillac, Diane Kruger et Edouard Bayer. Une tentative de moderniser la série pour une nouvelle génération avec un budget hollywoodien et des scènes d'action spectaculaires. Mais le film n'a pas eu le même succès que la série. Peut-être que sans les moustaches d'époque et la magie du petit écran, ça ne marchait plus pareil. Continuons avec Maggie. Nous sommes en 1985, la France découvre Canal+, les Walkman sont à la mode et la télé commence à se peupler de nouvelles formes de divertissement. Le public français habitué aux grandes sagas et aux feuilletons dramatiques ne s'attend pas du tout à ce qui va suivre. Une série comique sur une femme de 50 ans, bourgeoise, en pleine ménopause et bien décidée à ne pas se laisser faire par la vie. Attendez quoi? Une héroïne ménopausée à la télé? Oui, c'est ça la révolution Maggie.
Dans une époque où la télévision française est dominée par des feuilletons familiaux et des grandes fresques historiques, Maggie arrive comme un ovni. C'est la toute première sitcom française à succès. Et elle va complètement bousculer les codes. L'histoire est simple mais efficace. Maggie Boissier, jouée par l'incroyable Rosy Vart, est une femme dynamique, indépendante et moderne qui gère sa famille avec humour et une bonne dose de sarcasme. Son mari, Georges Boissier, joué par Jean-Marc Thibault, est un vieux notable dépassé par le féminisme naissant et les nouvelles valeurs sociétales. Leur quotidien est rythmé par des disputes hilarantes, des quiproquos et des situations absurdes, souvent alimentées par leur bonne à tout faire Rose, jouée par Marthe Villalonga, et qui n'a pas sa langue dans sa poche. Bref, c'est un peu la version française de Madame est servie, mais encore plus mordant. Si la série a duré 9 ans, de 85 à 94, c'est parce qu'elle a su trouver une formule magique. Des dialogues ciselés et un humour piquant, et les échanges entre Maggie et Georges sont de véritables duels verbaux et la série ne manque jamais une occasion de se moquer des conventions sociales. Les personnages de Maggie sont tous plus attachants les uns que les autres, avec Maggie qui est une femme de caractère forte, parfois tyrannique mais toujours touchante. Georges, un mari grognon dépassé par la mondanité mais profondément amoureux de sa femme. Rose, la bonne qui en a marre de tout mais qui dit toujours ce qu'elle pense et ça peut faire mal. Et Pierre, le gendre un peu mou, avec Stéphanie, la fille indépendante et leurs amis qui viennent ajouter du piment aux intrigues. Et le public adore ça. Avec aussi un générique qui reste dans la tête. Maggie, 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 elle est peut-être pas typique, mais c'est fantastique. C'est une série qui a abordé des sujets de société avec humour, comme le féminisme, le vieillissement et la ménopause, et aussi le choc des générations. C'était la série que tout le monde regardait en famille le dimanche soir. Aujourd'hui encore, Maggie est considérée comme une pionnière de la sitcom en France et elle a ouvert la voie aux séries humoristiques modernes comme Scène de ménage ou Fais pas ci, fais pas ça. Ensuite, nous avons Hélène et les garçons. Nous sommes en 1992, la France vient à peine de se remettre du phénomène Dorothée et un nouvel ovni télévisuel débarque sur TF1. Au programme, des jeunes beaux gosses, des guitares électriques, des histoires d'amour et un générique qui reste en tête pendant des décennies. Bienvenue dans Hélène et les garçons, la série qui a rendu les lycéens accros à la télé après les cours. L'histoire, simple mais diablement efficace. Hélène Girard, interprétée par Hélène Rollès, est une étudiante en sociologie, douce, gentille, parfaite, bref, l'incarnation de la fille idéale des années 90. Elle est entourée de ses amis, tous étudiants et membres d'un groupe de musique, ce qui donne une excuse parfaite pour caser une chanson sirupeuse toutes les 3 scènes. Autour d'elle, il y a les garçons, Nicolas, interprété par Patrick Puydebas, le mec cool et ténébreux qui joue de la guitare et parle peu, mais bien. Christian, alias Cri d'amour, interprété par Sébastien Roch, le batteur insupportable qui enchaîne les bourdes mais qu'on adore. José, interprété par Philippe Vasseur, le claviériste dragueur invétéré et macho de service. Étienne, puis Lali, Johanna, Cathy, la bande d'amis qui se complique la vie pour des histoires de cœur improbables. Le tout sur un fond de romance, jalousie et quiproquo. Pourquoi ça a cartonné ? Hélène et les garçons, c'est la première série française pour ados à devenir un phénomène national. Un cocktail parfait de sentiments et de musique, le public s'identifie aux personnages, rêve d'avoir une histoire d'amour comme Hélène et Nicolas et fredonne les chansons de la série toute la journée. Ce sont des épisodes de 25 minutes avec un tournage ultra rapide, jusqu'à 6 épisodes par semaine tournés en plateau unique sans public. Des scénarios simplistes mais efficaces avec disputes, réconciliations, jalousie, un tourbillon émotionnel sans fin. TF1 diffuse la série en fin d'après-midi, pile à l'heure où les ados rentrent du lycée. Résultat, un raz-de-marée d'audience. Cette série a duré 2 ans entre 1992 et 1994, avec des pics d'audience de 6 millions de téléspectateurs. Et un export international, la série est diffusée dans plus de 40 pays du Brésil à la Russie. Les fans sont tellement à fond que la production décide de lancer la carrière musicale d'Hélène Rollès. Résultat, elle remplit Bercy et vend plus d'1 million de disques avec des tubes comme Je m'appelle Hélène. Oui, elle a bien rempli Bercy. Après 280 épisodes, les intrigues commençaient à tourner, mais plutôt que d'arrêter l'aventure, la production a fait évoluer la série en plusieurs spin-offs comme Le miracle de l'amour, où la bande vit en colocation dans une grande maison. Ensuite, Les vacances de l'amour,
où la bande va vivre en Martinique et depuis aujourd'hui, ils ont continué avec les mystères de l'amour où les personnages ont grandi mais ils vivent des rebondissements dignes d'un soap brésilien. Hélène les garçons a aussi marqué les années 90 car elle a su lancer toute une génération de sitcoms, Le Premier Baiser, Les Filles d'à côté et genre Salut les musclés et aussi Le Miel et les abeilles. Finissons avec Kaamelott. Nous sommes en 2005. La télévision française est encore dominée par les sitcoms et les séries policières. On commence à voir arriver des productions plus ambitieuses, mais une question brûle toutes les lèvres. Peut-on vraiment faire une série drôle, intelligente et populaire en France? C'est là qu'un certain Alexandre Astier débarque avec un sujet totalement barré, Kaamelott. Une série qui revisite la légende du roi Arthur, mais en version sarcastique et paresseuse. Personne ne l'a vu venir et pourtant ça devient une révolution télévisuelle. Oubliez les chevaliers héroïques et nobles de la légende arthurienne. Dans Kaamelott, tout est inversé. Arthur, joué par Alexandre Astier, est un roi malgré lui, plus préoccupé par son mal de dos que par sa quête du Graal. Sarcastique, désabusé, mais toujours brillant. Lancelot, interprété par Thomas Gossot, le seul chevalier sérieux du royaume, ce qui fait un extraterrestre au milieu de cette bande d'incapables. Perceval, interprété par Franck Pitiot, et Caradoc, interprété par Jean-Christophe Ambert, deux chevaliers plus bêtes que leur épée, capables de se perdre en ligne droite. Léo Dagan, interprété par Lionel Astier, le beau-père d'Arthur et roi de Carmélide, adepte des solutions expéditives, par exemple on brûle tout et on discute après. Guenièvre, interprétée par Anne Giroir, la femme d'Arthur, aussi inutile qu'attachante avec une passion démesurée pour les animaux. Et Merlin, interprété par Jacques Jambon, le pire enchanteur de l'histoire qui rate tous ses sorts et tente d'avoir l'air compétent. Bref, une équipe de bras cassés où les dialogues fusent et l'absurde règne en maître. On trouve dans cette série un humour unique entre absurde et cynisme. C'est du Monty Python à la française, des répliques cinglantes, des discussions absurdes, c'est pas faux, et des situations complètement loufoques. C'est un casting impeccable. Alexandre Astier s'entoure de comédiens exceptionnels issus du théâtre et de l'humour, donc résultat, chaque rôle est culte. C'est un mélange d'humour et de tragédie. Au début on rit, puis on commence à voir la dépression d'Arthur, les trahisons, la chute de Kaamelott, et la série devient une œuvre épique. Plus de 6 millions de téléspectateurs ont regardé chaque soir Kaamelott sur M6, avec 458 épisodes diffusés entre 2005 et 2009, et une communauté de fans ultra active encore aujourd'hui. Avec des répliques devenues cultes, genre « c'est pas faux », « je vous ai compris mais c'est pas une raison pour faire n'importe quoi », « le gras c'est la vie ». Encore aujourd'hui, ces phrases sont partout sur internet, dans les discussions entre potes et même en politique. Après la fin de la série en 2009, Astier annonce un projet ambitieux, une trilogie cinématographique pour conclure l'histoire. Donc en 2021, le premier volet de Kaamelott sort au cinéma et c'est un carton. Plus de 2,5 millions d'entrées en pleine pandémie et un succès critique et public et avec une suite en préparation. Kaamelott, c'est plus qu'une série, c'est une légende. Mais alors, quelle est la série la plus culte? Difficile à dire, chaque décennie a eu son bijou. Mais si on devait faire un classement, ça donnerait Les Brigades du Tigre pour la nostalgie du polar historique, Maggie pour les amoureux des sitcoms à la française, Hélène et les garçons pour la pop culture et les amours de fac impossibles, Kaamelott pour le chef-d'œuvre d'humour et de narration. Quoi qu'il en soit, ces séries ont marqué des générations et même aujourd'hui, elles font encore parler d'elles. Parce que le vrai succès, c'est quand des années après, on continue d'en rire, d'en parler. Et vous, quelle est pour vous la série la plus culte? Dites-le moi dans les commentaires et surtout n'oubliez pas de partager, de liker, de vous abonner et je vous retrouve dans la prochaine vidéo. Bye!